Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, pour ce premier numéro, j'ai le grand plaisir d'accueillir Vincent, qui m'a fait découvrir les diagonales et avec qui nous avons partagé de nombreuses randonnées. Vincent est un diagonaliste chevronné qui partagera son expérience notamment sur la diagonale Brest-Menton. Avant de plonger dans cette diagonale, Vincent, pourrais-tu te présenter ? Bonjour Marc et bonjour à tous. Donc je suis Vincent Péninck, j'ai 61 ans, je suis toujours en activité professionnelle. Le vélo pour moi c'est une passion de longue date. Petit je faisais le tour du quartier de chez mes parents et à l'adolescence je suis parti plusieurs fois en vacances à vélo. Alors la première diagonale a été Hendaye-Dunkerque, du sud vers le nord, et donc je l'ai effectuée en 2014 en solitaire. Toutes les diagonales en solitaire. Je n'utilise aucun logiciel, je travaille avec les cartes routières, avec les cartes Michelin, la série jaune, les cartes au 1/150 millième. Et donc je trace ma route et je recopie sur plusieurs feuilles mon itinéraire avec les villes, les villages, les départementales et quelques points pour me repérer, notamment les cours d'eau, les voies de chemin de fer. Et donc je prépare cette feuille de route à la fin du printemps. Et donc quand cette feuille de route est terminée, j'ai au moins 14 demi-pages. Dans l'ensemble, on essaye d'éviter les agglomérations importantes, mais c'est vrai que parfois, on est contraint de passer dans des villes plus importantes, et là, c'est vrai que parfois, ça peut poser problème. Mais comme j'ai un bon sens de l'orientation, j'arrive toujours à aller dans la bonne direction, mais parfois, j'ai eu quand même quelques mauvaises surprises. Ça rajoute du piment aux diagonales, ça rajoute du piment quand on va faire un compte-rendu qu'on abordera tout à l'heure. Voilà, ça fait quelques souvenirs en plus. Alors sur les 2/3 de mes diagonales, je me suis toujours arrangé pour faire à peu près 50% de la distance avec un tiers du temps. Voilà, c'est-à-dire qu'au départ, parce que les 2/3 de mes diagonales, je passais une nuit sur deux à la Belle Étoile. Donc je roulais énormément la nuit pour capitaliser un nombre important de kilomètres sur un temps court. Et cela me rassurait pour la deuxième partie où j'avais un temps beaucoup plus long. Même si je ne prenais pas la totalité de ce temps, j'étais plus serein et souvent je suis arrivé bien avant le délai imparti. C'est une façon de faire, d'autres vont être beaucoup plus réguliers. Je pense qu'on va revenir sur ma dernière diagonale Brest-Menton. Comment tu gères l'effort ? Je fais ça à l'intuition, je n'ai pas de cardio-fréquence-mètre. J'essaye d'être le plus régulier possible dans l'effort, donc c'est un effort vraiment modéré, puisque j'essaye de ne jamais être tachycarde. Quand une côte se présente devant moi, mon objectif est d'arriver au sommet de cette côte étant non essoufflé. Quel que soit le dénivelé, on n'est pas sur une sortie d'un dimanche matin où on peut accélérer, aller plus vite. Là, on part quand même sur entre 3 et 4 jours en moyenne. Être en deçà de son effort, comme diraient certains, ne pas faire pleurer les pédales. Comment tu t'entraînes en amont avant de faire une diagonale ? Alors l'entraînement, moi je le débute au 1er janvier de chaque année, puisque pour moi, les mois précédents, novembre, décembre, j'arrête le vélo. Donc je reprends l'entraînement au mois de janvier, j'essaye de faire 2 entraînements par semaine. Donc la distance au début va être courte. En plus, avec les conditions de météo en hiver, c'est pas toujours évident, mais j'essaie là aussi d'être le plus régulier dans mes entraînements. Je progresse, j'allonge les distances, mais souvent après les dimanches, puisque je suis toujours, comme je l'ai présenté tout à l'heure, en activité professionnelle, donc mes sorties les plus longues interviennent en fin de semaine, le samedi ou le dimanche. Donc là, je vais pousser jusqu'à des 140 km, pas plus. Alors, je fais essentiellement cette distance avant une diagonale, avec une exception, à peu près 3 semaines, 4 semaines avant une diagonale. J'essaye de faire 2 jours consécutifs d'entraînement, avec des distances de 250 km par jour. Donc, j'essaye de capitaliser sur 48 heures, au moins 500 km.
C'est pour voir déjà si je suis capable de faire 500 km sur un temps relativement court et de voir le lendemain de cette distance si mon corps réagit bien, si je récupère bien. Avant une diagonale, tu as capitalisé combien de kilomètres? Pas beaucoup, hein. Ça va. Le plus faible total que j'ai eu, ça a été, je crois, 3500 km. Et sinon, je suis monté à 5000 km maximum. Je pense que si on part sur des diagonales où il y a peu de dénivelé, avec une distance assez courte, moi, je pense qu'avec un capital de 3000-3005 km, ça passe tranquille, hein. Il ne faut pas arriver sur une diagonale étant surentraîné. Il faut toujours se préserver, puisque là aussi, l'entraînement est important, mais nous avons également la récupération qui est importante. Donc il faut vraiment jouer sur ces deux facteurs, entraînement, récupération, pour être vraiment au top de sa forme le jour du départ. Et aussi, comment, toi, sur du long, tu gères ton alimentation, ton hydratation? Donc, sur mon vélo, moi j'ai 2 bidons avec une capacité chacun d'1 litre. Donc, j'emporte 2 litres d'eau. Je roule à l'eau claire. Puis, côté alimentation, j'ai toujours du salé et du sucré. Voilà. Et davantage de salé parce que je pense qu'on mange davantage salé que sucré. Quand tu dis que tu roules à l'eau claire, est-ce que ça veut dire que, parce que tu habites en Alsace, tu ne mets pas de bière dans tes bidons, ou ça veut dire que tu ne mets pas de poudre sportive? Alors, je ne mets pas de poudre, je ne mets pas de blanche dans mes bidons, ni dans mes sacoches. Et non, mais je roule à l'eau claire. Et l'hébergement? L'hébergement, alors là, cette diagonale Brest-Menton était spéciale, puisque qu'on appelle la Royale, puisqu'elle fait à peu près 1400 km, diagonale qui doit être effectuée en maximum de 4 jours et 20 heures. Pour cette diagonale-là, je m'étais réservé des chambres d'hôtel ou des chambres chez les particuliers. Donc pour cette diagonale, je suis parti le jeudi 1er juin 2023 à 18h de Brest, après avoir pointé au commissariat de la ville. Pourquoi tu viens pointer au commissariat? Tout simplement, dans le règlement des diagonales de France, on a un carnet de route qui est envoyé par les délégués fédéraux et on officialise le départ et l'arrivée au commissariat de ces villes de départ et d'arrivée. Donc là, je pars à 18h pour 105 km et donc j'arriverai à Rostronen à 23h après 5 heures de route. Tu as eu le temps de manger ou pas? Non, j'avais dû manger un petit peu avant de partir de Brest et puis sur la route, j'avais un peu de ravitaillement sur moi, donc je ne me suis pas arrêté dans un lieu de restauration. J'ai fait tout d'une traite. Donc à Rostronen, j'avais réservé un hôtel. L'hôtel était fermé quand je suis arrivé, mais en prévenant les propriétaires, ces derniers ont laissé les clés sur le comptoir avec un code d'accès. Et donc j'ai pu arriver sereinement, prendre ma chambre, me doucher et profiter déjà d'une première nuit dans un lit. Le lendemain, après un lever à 4h20, je suis parti de Rostronen à 5h du matin. Pour une étape déjà qui commence à être conséquente, puisque cette étape faisait 305 km. Et donc cette étape m'a emmené jusqu'à Saumur, dans le Maine-et-Loire. D'accord, et là tu avais quel type de météo? De la pluie, du vent de face, c'était comment? Donc là, non, il y avait un grand ciel bleu, du soleil, une température de 27 degrés. Et malheureusement, on ne peut pas avoir tous les éléments avec nous. J'avais quand même un vent assez défavorable, puisque quand je suis parti le matin à 5h même, le vent s'engouffrait dans les feuilles des arbres. Donc pour moi, ça a été une première partie de diagonale qui était un peu compliquée à cause d'un vent qui était défavorable en règle générale. Alors le vent, ça joue sur le moral et pour aller toujours de l'avant, moi j'ai un petit compteur de vélo, donc moi j'ai éteint la fonction kilomètre-heure pour garder uniquement la fonction horloge.
Je roule à mon rythme, puisque quand le vent est un peu plus fort, suivant les passages dans lesquels tu te trouves, parfois tu peux être vraiment très ralenti. Donc avoir une vitesse moyenne horaire qui s'affiche, qui est en deçà de ce que tu as prévu, parfois pour le moral, c'est pas évident. Donc moi, ma technique, je coupe mon compteur. Et je vais à mon rythme, voilà, comme ça j'ai moins de stress. D'accord, alors justement, tu pars en prévisionnel sur quelle moyenne? En moyenne, 21-22 km/h. Là, on est sur l'étape donc, de 305 km, de Rostronen jusqu'à Saumur. Donc là, non, j'ai pas déjeuné dans un restaurant, j'ai pris sur mes réserves. Et le soir, j'étais à l'hôtel à Saumur, content d'arriver, puisque c'était quand même une belle étape. Tu es arrivé vers quelle heure? Je suis arrivé à 21h. Ça faisait 16 heures de route. Donc le lendemain, le samedi 3 juin, levé à 3 heures du matin, donc un lever quand même tôt, c'est tôt. Avec un départ à 3h45. Et là, j'allais à Varennes-sur-Allier, qui est dans le sud du département de l'Allier, à 30 km au sud de Moulins. 342 km, ça fait quand même une grande étape. Donc c'était l'étape la plus importante de ma diagonale, en effet, 342 km, et donc je les ai parcourus avec les arrêts en 19 heures. Je suis arrivé un peu avant 23 heures. Donc là, j'avais réservé une nuit chez l'habitant. Et là aussi, le délai maximum pour l'arrivée était de 22 heures. Donc je les ai prévenus de mon retard. Donc elles m'ont signalé que je pouvais arriver jusqu'à 23 heures. Donc j'étais vraiment content d'arriver puisque là, l'étape était quand même longue et l'Allier est quand même bien vallonné. Là, la météo était toujours favorable. Le vent s'était un peu calmé. Donc là, non, c'était la journée certainement la plus clémente au niveau météo. Je ne sais pas si tu avais de la chaleur ou pas, mais comment tu sais que tu t'hydrates assez? Comment tu fais pour être assez hydraté? Alors l'hydratation, c'est comme l'alimentation, c'est quelque chose vraiment d'essentiel. Et il faut toujours avoir présent à l'esprit qu'on a une sudation naturelle. On perd de l'eau également par la respiration. Donc moi, toutes les 10 minutes, je m'hydrate, je prends une ou deux gorgées, même quand j'ai pas soif, même quand je pars très tôt, dès mon départ, 10 minutes après le départ, je m'hydrate. Tout le temps, et puis quand on est vraiment dans des chaleurs très importantes en milieu d'après-midi, là je m'hydrate toutes les 5 minutes. Donc le lendemain, le dimanche 4 juin, je me suis levé à 4h15, et donc là je suis parti à 4h55 de Varennes-sur-Allier pour aller jusqu'à la ville de Cré. Donc Cré qui se trouve à 30 km au sud-est de Valence. Donc là la distance était un peu plus courte. La distance était de 270 km. C'est court par rapport à celle de la veille, oui, qui était beaucoup plus longue. Mais alors pour que je t'explique, Marc, la veille, l'étape était plus longue, car à l'origine, je devais dormir à Moulins. Mais je n'ai pas pu dormir à Moulins, les hôtels étaient complets, car il y avait un festival de danse européen. Donc j'étais contraint d'aller un peu plus loin, sinon l'étape de la veille aurait fait également 300 km. Donc c'est pour ça que cette étape du dimanche était plus courte, puisqu'elle ne faisait, entre guillemets, que 270 km. D'accord, donc une étape plus longue, une plus courte. Et là, donc tu es parti vers 5h du matin. Tu as eu le temps de déjeuner? Toujours pas. Toujours pas? Non, je mangeais avec mes propres achats, c'est-à-dire que on peut acheter du salé dans certaines boulangeries ou dans des supérettes. Donc dans les supérettes, tu peux toujours acheter une salade, du fromage, des fruits. Donc non, je ne me suis pas arrêté dans un restaurant. Pas de restaurant, pourtant j'ai entendu que tu aimes bien les restaurants routiers. C'est vrai. Sur d'autres diagonales, je repérais les restaurants routiers sur mon itinéraire. Et c'est une formule que je conseille, puisque les routiers ont des amplitudes horaires plus importantes.
Et surtout, souvent, dans les routiers, il y a toujours un buffet d'entrée, un buffet de dessert. Il y a le plat principal, donc tu es servi rapidement. Donc c'est très pratique, puisqu'en plus, les assiettes sont généreuses. Donc tu manges bien sur un temps court, pour un prix tout à fait intéressant. Hein. Et le lendemain, tu as dû changer ton itinéraire. Tout à fait, puisque mon itinéraire initial me faisait passer par Josier, le col et la cime de la Bonnette. Donc pour mémoire, le sommet est à 2802 mètres. Donc là, c'est vrai que ce lundi 5 juin, je me suis levé à 3h55. Oui. Et après avoir consulté la météo, j'étais contraint de changer d'itinéraire puisque la météo était vraiment très défavorable. Parce que donc les températures étaient vraiment très basses, Oui. Il y avait de la pluie et je craignais qu'il y ait vraiment de la neige au sommet. Donc j'ai changé Tu d'itinéraire. as le droit de faire ça. Oui, avec validation du délégué fédéral, le prévenir par un SMS, D'accord. comme quoi tu changes ton itinéraire. De toute façon, tout à l'heure, on a parlé des contrôles au départ et oui. à l'arrivée. Oui. Tout au long de notre diagonale, on a des contrôles obligatoires. On doit tamponner notre carnet de route chez des commerçants D'accord. ou se prendre en photo devant le panneau d'une ville pour prouver notre passage dans ces différentes localités. Contrôle que tu as défini avant quand tu as construit ton itinéraire. Tout à fait, parce que les contrôles doivent intervenir au maximum tous les 120 km. D'accord. Donc là, pour en revenir à cette étape qui me faisait partir de Cré, au sud-est de Valence, donc j'ai changé mon itinéraire, et l'itinéraire m'a fait passer par Sisteron, Barème, et je me suis arrêté à Puget-Théniers. Mais je crois que j'ai eu raison de changer d'itinéraire parce que sur cette route, on passe par le col de Toute-Or. Donc là aussi, je vais être précis parce que le col de Toute-Or culmine à 1120 mètres. Et donc en fin d'après-midi, à 1120 mètres, il faisait 7 degrés et la pluie tombait début juin. Donc je n'imagine pas les conditions que j'aurais pu avoir à 2802 mètres. Donc cette étape faisait 260 km. Et une petite précision, Puget-Théniers est la première ville des Alpes-Maritimes. Donc là, je peux te dire que ce soir-là, on se couche serein et on sait que l'arrivée est proche. Et sauf ennui mécanique, on sait qu'on a pratiquement la partie gagnée, quoi. D'accord, et là tu as dormi où? C'est vrai, comme j'ai changé d'itinéraire, il a fallu changer de lieu de couchage. Et donc, en dernière minute, j'ai trouvé un Airbnb dans une maison un peu style dans un village. Et c'est vrai que la chambre était au premier étage. Donc, on y a accédé par un escalier plus que pentu, hein, parce que les contre-marches faisaient 30 cm et la marche elle-même faisait à peine 10 cm. D'accord. Donc monter un étage avec le vélo... Tu as monté ton vélo? Oui, pour le mettre en sécurité. Donc là, c'était un moment difficile, mais comme on l'a précisé, hein, c'était l'avant-dernière étape. Et voilà, donc là, j'ai mangé aussi sur mes réserves. Jusqu'à présent, on dirait que ça se passe bien, tu n'as pas de douleur, ton corps réagit bien, pas mal aux fesses, rien. Ah ben là, pour être franc avec toi, lors de cette avant-dernière étape, puisque là j'avais franchi les 1200 km, Oui. c'est vrai que j'avais des douleurs quand même au niveau des cervicales, au niveau de la ceinture scapulaire, j'avais des contractures, et c'est vrai que ça c'est quand même invalidant. C'est désagréable. Alors j'essaie de faire des mouvements de relaxation, un peu de gymnastique entre guillemets sur le vélo. En roulant, tu fais Oui, je remue les bras, les épaules, la nuque, parce qu'il faut changer de position. Enfin voilà. Donc moi, malheureusement, à partir de 1000-1200 km, j'ai ces problèmes de contraction musculaire. Autre problème régulier chez les cyclistes qui font la longue distance, les fesses. Les fesses avec ce phénomène de pression que l'on a sur notre selle. Donc là, maintenant, comme beaucoup, hein, je me pommade le fessier. Donc j'achète une crème hydratante et dès le départ, je me crème le fessier. Plusieurs fois par jour. D'accord. Dès que tu peux,
C'est-à-dire, oui, au moins 5-6 fois par jour. Se crémer le fessier, ça va éviter quand même d'avoir une irritation avec la transpiration. Ça met surtout du confort au niveau du fessier. Et comme je le précisais, ça limite ces phénomènes inflammatoires. Alors, on est presque à la fin. Le lendemain, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Tu pars à quelle heure? Donc le lendemain, la dernière journée, le mardi 6 juin, je pars de Puget-Théniers à 6 h du matin. Et donc là, l'étape est courte, parce que pour rallier Menton, j'ai que 105 km. C'est une étape courte, et alors tu vois, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est la même distance que la première étape quand je suis parti de Brest, 105 km. Donc oui, donc là c'était une étape, je ne vais pas dire de détente, mais quand on part de Puget-Théniers jusqu'à Nice, ça descend, donc c'est quand même sympa, quoi. Avec un gros trafic de voitures, pas forcément? À l'approche de Nice, oui, les 30 derniers kilomètres, parfois on arrive à prendre une piste cyclable, parfois on ne peut pas la prendre. Donc là, c'est vrai que la circulation, c'est un problème, mais il faut être hyper attentif aux voitures, aux bus, aux camions. Voilà, là, il faut vraiment rouler bien à droite. Donc je suis arrivé à Nice, il était à peu près 8h, 8h30. Et comme tu le sais, Nice-Menton, c'est une distance qui est courte, 28 km. Oui, c'est court. Mais pour autant, là, j'ai pris vraiment mon temps. Donc, j'ai mis pratiquement 3h30 pour allier Nice à Menton. Wow. Là, je me suis payé un bon petit déjeuner à l'arrivée sur Nice. J'ai parcouru la promenade des Anglais, mais en façon promenade. Donc, j'ai vraiment pris mon temps, j'ai savouré. Un petit arrêt sur le port, puis après, j'ai pris la corniche que je ne connaissais pas. J'avais fait la haute précédemment, là j'ai pris la moyenne corniche. Et c'est vrai que là aussi j'ai musardé, j'ai roulé tranquillement et je suis arrivé à Menton, au commissariat de Menton à midi. Quel était ton temps maximum? Alors mon temps maximum était je devais arriver avant 14h. J'avais 2 heures d'avance, c'est correct, donc pas de stress. Quand tu arrives à Menton, c'est quoi? C'est de la satisfaction? C'est de la détente? C'est de la joie? C'est surtout un moment de joie, de satisfaction, avoir fait encore une très longue distance. Ça nous met dans un état d'euphorie. On est vraiment pleinement heureux de l'avoir réussi. C'est une épreuve par la distance, par le manque de sommeil, et puis parfois par une alimentation qui est un peu... qui est peut-être pas tout à fait bien équilibrée. Pour la valider, ta diagonale, tu dois faire un récit de ta diagonale. Alors pour moi, c'est un exercice que j'apprécie comme préparer l'itinéraire. Donc moi, j'aime bien raconter, mettre sur le papier ce que j'ai vécu pendant ces quelques jours. Donc je prends mon temps, je raconte des anecdotes, je suis précis et je fais des récits en moyenne d'une dizaine de pages. Ça te permet aussi de garder trace? Tout à fait, ça va me permettre dans quelques années de me replonger. Je pense que c'est important parce qu'avec les années, on peut oublier certains détails et mettre sur le papier, je pense que ça fait un véritable souvenir, on garde une trace. Et puis aussi, il y a la publication parfois dans le petit diagonaliste de quelques extraits de nos récits qui sont publiés. Le petit diagonaliste qui est le magazine de l'Amicale des diagonalistes. Tout à fait, c'est une revue qui paraît 2 fois par an, au printemps et en automne, sur laquelle il y a le bilan des diagonales de l'année, et puis on peut lire soit des récits, soit des extraits de récits de tous les diagonalistes qui ont effectué une diagonale. D'accord. Combien coûte l'inscription à une diagonale ? C'est une somme très modique, c'est 8 €.
C'est pas cher. Ce qui est plus cher pour nous, c'est les voyages après qu'on doit faire par la SNCF. Alors pourquoi? Pour rejoindre le point de départ ou rejoindre du point d'arrivée à ton domicile avec la SNCF, c'est ça? Voilà, donc de son domicile jusqu'au point de départ. Bon, moi j'habite, comme tu l'as précisé tout à l'heure, en Alsace, donc je pars de Strasbourg. Pour aller à Brest, je fais un transit à Paris, en train, voilà, donc avec les contraintes que l'on connaît tous. Moi, je démonte ma roue avant et j'essaie d'emballer au mieux mon vélo pour qu'il soit considéré comme un bagage. Voilà. Et donc, pour avoir un peu plus de place, je voyage en première. C'est vrai que le vélo prend un peu de place, donc avec les passagers qui ont des valises, parfois c'est un peu compliqué. Donc, c'est vrai que parfois, il faut également tomber sur des contrôleurs assez sympathiques, assez compréhensifs, qui vont pas trop nous embêter. J'ai eu des expériences moins faciles, comme quoi on me faisait la remarque que ce bagage avait un volume trop important. Il aura fallu que je démonte davantage de pièces sur mon vélo, mais franchement, j'ai pas envie de démonter l'ensemble du vélo pour le remonter sur le lieu d'arrivée. Non, là, c'est une perte de temps. On essaie de voyager avec son vélo en bagage accompagné, ou parfois, il y a encore des TGV sur l'arc atlantique qui acceptent les vélos non démontés. C'est plus facile, mais il faut s'y prendre à l'avance, puisque les places sont limitées. Peux-tu me parler de ton vélo? À quoi il ressemble? Alors ben là, Marc, je te remercie de me lancer sur mon vélo, car j'en suis assez fier. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que c'est un vélo qui a été fait par un artisan. C'est un vélo qui a été fait sur mesure. Et donc, on a opté pour un cadre en acier. Et cet artisan me l'a soudé avec des raccords à l'ancienne. Est-ce que tu peux citer l'artisan? Ah oui, c'est Monsieur Piron, qui est en Moselle. Donc, c'est lui qui me l'a réalisé il y a maintenant 9 ans. Donc, non. Et puis après, on l'a équipé en style randonneuse. C'est-à-dire que, bon, il est équipé en roue de 700 avec un rayonnage important. J'ai 36 rayons par roue. Pour la fiabilité, puisque cet artisan m'avait donné comme information qu'il fallait rayonner au maximum, parce que quand tu as un ou deux rayons qui se cassent, ta roue ne se voile pas. Moi, j'ai eu cette expérience de rayons cassés sur Strasbourg-en-Daille, où après avoir franchi la Garonne, en début de soirée, j'ai cassé un rayon. Il y en avait un autre qui était vraiment fragilisé. Ça ne m'a pas empêché de rallier l'arrivée. Donc ça, c'est important. Et donc j'ai des roues de 700 avec des pneumatiques un peu plus lourds que la normale. Mais là aussi, c'est un choix, puisque mes pneumatiques ont une section de 28 avec des renforts anti-crevaison. Donc, dans la roue avant, au niveau de la roue avant, j'ai un moyeu dynamo qui me permet d'être autonome au niveau de l'éclairage. Donc ça, c'est important aussi. Et après, donc, j'ai des garde-boue, j'ai un porte-bagages, j'ai une selle Brooks ajourée en cuir. Et au niveau de la transmission, j'ai 3 plateaux. Pour les puristes, ces 3 plateaux sont en 50, 40 et 30 dents. Et avec une cassette de 12 à 32. Autre chose sur ton vélo? J'ai des sacoches. J'ai une sacoche sur le tube horizontal, donc au-dessus du tube. Et j'ai une autre sacoche en dessous du tube. Et après, j'ai un sac rigide sur mon porte-bagages. Et de ce sac rigide, on déploie 2 sacoches latérales qui vont permettre d'avoir un volume de chargement plus important. Pour moi, le poids, c'est pas véritablement... je ne recherche pas d'être le plus léger possible. Parce que je ne vais pas dire que j'apporte tout mon confort avec moi, ce serait prétentieux. Mais j'essaye d'avoir quand même différents tenues en fonction des conditions météo. J'apporte quelques réserves alimentaires. J'apporte quelques éléments de réparation. C'est-à-dire? Écoute, je dois être superstitieux parce que j'amène entre autres quelques petits outils, mais également un pneu de rechange et 4 chambres à air.
Et en moyenne, sur tes 9 diagonales, tu as crevé combien de fois? Eh ben, ça va te surprendre, Marc, mais je n'ai jamais crevé sur mes diagonales, y compris sur des longues distances comme Paris-Brest-Paris, que j'ai fait à 2 reprises. Tes habits, as-tu des spécificités? Et une question, est-ce que tu roules en clair? Est-ce que tu roules en noir? Non, 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 je roule en clair. Je trouve ça inconcevable de rouler en tenue sombre. D'accord. Parce qu'on est quand même vulnérable sur la route. On roule la nuit, on roule parfois avec des conditions de météo difficiles, avec une visibilité faible quand il y a un peu de pluie. Donc pour moi, il est primordial de rouler en habit clair. J'ai 2 paires de gants. Moi, je pars seulement avec un cuissard et un maillot de cycliste. Et en parlant de maillot de cycliste, je pars avec le fameux maillot des Diagonales de France, qui est bien visible puisqu'il est jaune et bleu. Et comme autre habit, je prends une veste coupe-vent, qui est là aussi jaune avec des bandes réfléchissantes. J'ai 2 polos pour le froid. J'ai un cache-cou, un tour de cou. J'ai des jambières. Voilà l'essentiel de mes habits. Et puis parfois, quand il fait chaud, mon tour de cou, parfois je me le mets sur la tête et je l'humidifie pour garder un peu de fraîcheur, quoi. Alors, tu me dis des habits clairs, un casque, rétroviseur, tu en as un ou pas? J'ai un petit rétroviseur à la base de mon guidon. Ouais, ça me permet de voir un petit peu, ça me distrait aussi, mais je suis plus attentif au bruit. Que ce soit au bruit de la nature, quand tu roules la nuit, c'est hyper agréable. Et puis la journée, avec le trafic routier, le bruit me permet d'entendre venir un danger potentiel. Voilà. Donc tu écoutes, tu regardes dans ton rétro, et quand tu dis tu écoutes, est-ce que dans ces longues journées de 15h, 16h, des fois tu écoutes de la musique? Ah, pas du tout. Moi, je reste constamment en éveil, donc je n'ai pas de casque audio. Je pense que l'écoute est importante pour être alerté d'un danger potentiel, donc que ce soit camion, bus, voiture. Et quand j'entends ces véhicules se rapprocher, j'ai envie de te dire que je vais être encore plus concentré et je vais garder davantage encore ma droite. On n'a pas de carrosserie pour nous protéger, donc pour moi, ça c'est un élément de sécurité hyper important, d'être attentif, tout comme les habits clairs, hein. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui envisage sa première diagonale? Déjà, c'est de partir suffisamment entraîné, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Bon, il ne faut pas non plus avoir du 10 000 km avant un départ d'une diagonale. 3 000 4 000 km me paraissent suffisants. Partir avec l'envie. Partir sans contrainte, c'est-à-dire avoir un vélo en excellent état. C'est hyper important parce que plus la préparation est rigoureuse, moins on aura de soucis en route et le plaisir sera davantage au rendez-vous. Rouler régulièrement, peut-être essayer de se faire une sortie sur 48 heures en allongeant la distance entre 500 et 600 km. Et puis ne pas oublier d'amener son vélo en révision un mois avant, quoi. Une première diagonale, toi tu la ferais, tu conseillerais de la faire solitaire ou accompagnée? Ça, il n'y a pas de règle spécifique. Après, ça dépend de la personnalité. On peut partir en groupe lors d'une seule sortie, comme le dimanche matin. Mais là, quand on part sur des 3, voire 4 jours ou un petit peu plus, il faut avoir une entente dans le groupe, parce que les Diagonales de France, le règlement fait qu'on part soit seul, soit à un groupe maximum de 6 cyclistes. Donc il faut vraiment, si on part à 3-4, il y avoir une bonne entente en période diurne, en période nocturne. Est-ce que chacun va avoir le même rythme de pédalage, avoir les mêmes moments d'alimentation, les mêmes moments de récupération? Donc c'est vrai que moi, pour éviter toutes ces tensions qui peuvent se créer au sein d'un groupe sur plusieurs jours, moi j'ai toujours préféré partir en solitaire. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui souhaite faire sa première diagonale avec une ou 2 autres personnes, à minima faire peut-être 300 km avec l'autre? Il vaut mieux s'entraîner ensemble, et puis s'entraîner ensemble même sur
au moins 48 heures, hein, parce que D'accord. les relations humaines, quand tu côtoies quelqu'un quelques heures par jour, après quand tu passes à plusieurs jours consécutifs, les relations parfois peuvent être tendues. Mais faut pas hésiter à partir en solitaire. Faut avoir confiance en soi, bien sûr. Quelle est ta prochaine diagonale ou autre projet cycliste? Alors, j'ai pas encore un projet bien établi. J'ai différents projets, qu'ils soient cyclistes ou pédestres. Je vais réfléchir avant la fin de cette année et l'année prochaine, je repartirai sur les routes, mais je ne sais pas si ce sera une diagonale, une autre longue distance ou autre. Donc, je suis encore dans la réflexion. D'accord, il te reste encore quelques temps. En tout cas, Vincent, merci beaucoup pour avoir partagé ton expérience. C'est moi qui te remercie, Marc. Et puis, surtout, j'encourage tous ceux et toutes celles aussi qui voudraient se lancer dans ces aventures extraordinaires que sont les Diagonales de France, d'essayer de se lancer et prendre du plaisir. Alors, notamment pour ceux qui vont se lancer, vraiment ton retour sera précieux pour les diagonalistes confirmés ou ceux en devenir, justement, que tu évoques et qui souhaitent se lancer dans cette aventure qu'est une diagonale. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste@gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. Encore une fois, merci Vincent, au revoir et au plaisir de vous retrouver tous lors d'un prochain podcast. Au revoir à tous.